Locke Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Locke Invest. Alors Locke Invest, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui est dédié à l'investissement et l'immobilier. Donc aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de toutes les galères qui sont liées à l'immobilier quand on est investisseur, tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Et là, le but, ce sera de te montrer que malgré toutes les difficultés que j'ai eues au début à investir, je vais te montrer à quel point je m'en sors quand même très bien. Cela te permettra de me connaître un peu plus, étant donné que c'est le premier épisode. Donc je me présente, je m'appelle Thomas, je suis investisseur immobilier. Je vis seulement de mes investissements immobiliers et c'est tout. Donc bien sûr, au bout d'un moment, il faut se diversifier. Mais je ne suis pas du tout un formateur. Donc le but de ce podcast, c'est juste de partager mes connaissances et surtout mes expériences passées. Donc si tu souhaites traiter d'un sujet en particulier, n'hésite pas à m'en faire part sur l'Instagram Locke Invest. Donc Locke Invest, ça s'écrit L-O-C plus loin Invest. Invest, c'est I-N-V-E-S-T. Voilà, simplement Locke Invest. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas. Ou si tu veux parler d'un sujet en particulier, tu m'en fais part et ensuite je développerai ça dans un podcast. Il faut que je te prévienne aussi, je ne fais pas du tout de Airbnb, de tout ce qui concerne la location courte durée. Donc je ne dénigre pas ça, je pense que c'est une bonne chose, mais moi personnellement, je n'ai pas forcément d'attirance envers la location courte durée. Donc tu vas peut-être me dire que c'est une erreur, mais moi j'aime bien faire la location longue durée, c'est vraiment mon cœur de métier. Je loue donc des biens immobiliers en longue durée, en nom propre et en société. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois juste te prévenir d'une chose, c'est que c'est la première fois pour moi que je parle dans un micro. Donc pour moi l'exercice n'est pas très simple, il se peut qu'il y ait des bugs ou du cafouillage, alors s'il te plaît ne m'en veux pas. Donc nous allons parler pour commencer de mon premier investissement. Alors quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, je n'y connaissais absolument rien et surtout, il n'y avait pas de formation sur internet. Il y avait juste quelques youtubeurs par-ci par-là, mais une fois qu'on les avait vus, en fait on avait vu absolument toutes les vidéos qui existaient sur l'investissement IMO. Donc c'était vraiment quelque chose de très rare. Donc pour que tu saches, à l'époque, je suis militaire. Je commence en tant que première classe, mais l'emprunt est facile malgré les taux élevés. Quand je commence à acheter mon premier immeuble, je me dis tout simplement, tiens, je vais acheter un immeuble pour ensuite faire en sorte à ce que les loyers remboursent le crédit. Une fois que le crédit soit remboursé, je revends l'immeuble et je peux m'acheter ma résidence principale sans crédit. Ça, c'était le plan initial. Mais après, bien sûr, ça a beaucoup changé. Là, on va d'abord parler des problèmes et là, une fois que j'achète cet immeuble, c'est parti pour un florilège de problèmes. Pour commencer, la banque. Là, je prends tout simplement, comme beaucoup de gens, la banque où étaient mes parents et ma famille. Et là, je ne négocie rien du tout. Je ne savais pas en fait que l'on pouvait négocier quelque chose en banque. Et je ne savais même pas que l'on pouvait faire en sorte d'aller dans plusieurs banques et de les mettre en concurrence. Donc autant vous dire que je commence vraiment de zéro. Donc je commence avec un taux d'emprunt élevé. Quand j'emprunte pour le prix des travaux, je n'emprunte pas assez. Au niveau des travaux, étant donné que mon père, avant de partir à la retraite, à ce moment-là était plombier, on en profite pour faire les travaux nous-mêmes, enfin, une grande partie, tout ce qui concerne la plomberie, un peu de carrelage, etc. Alors là, l'idée était quand même bonne parce qu'on se dit, ok, je vais économiser, mais le petit souci, c'est que les travaux, au lieu de les terminer entre 6 mois à 1 an, cela m'a pris 3 années. 3 ans sur lesquels je n'ai pas pu réinvestir tout de suite et surtout 3 ans où je passe tous mes week-ends après le boulot à être sur le chantier. Il faut savoir que ma solde, à la base, oui c'est une solde et pas un salaire, étant donné que j'étais militaire, ma solde bref était de 1210 € par mois. Donc je gagne 1210 € par mois, mon crédit était de 876 € par mois et accrochez-vous bien, les loyers étaient de 0 €. Je ne gagnais absolument rien comme loyer et donc mon reste à vivre était inférieur à 400 €. Donc autant vous dire que là, à ce moment-là, j'étais en train de rayer les dents sur le parquet.
Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a l'un des appartements, dès que j'ai réussi à le terminer, le locataire a tout simplement décidé de ne pas me payer. Après, il faut que je le reconnaisse, c'était quand même ma faute. Parce que je n'ai pas vérifié tout simplement les documents. Le bien était de qualité, parce que je tenais vraiment à faire que des biens de qualité. J'ai toujours gardé cette ligne rouge. Mais là, le fait que les gens ne me paient pas, c'était ma faute parce que je les avais mal choisis. Ok, maintenant je vais quand même te dire comment est-ce que je m'en suis sorti. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui va t'intéresser. Donc la première chose, tu t'en doutes, étant donné que j'étais à l'armée, j'étais nourri et logé. Donc j'en ai bien profité. Donc à l'armée, c'est l'un des endroits où tu peux économiser le plus facilement. Si tu décides de vivre en caserne comme moi je l'ai fait, là, il n'y a aucun souci, tu sais que tu peux vivre tranquillement. Bon, après, bien sûr, il ne faut pas être en négatif tous les mois. Comme je te disais, 400 € par mois, c'est vraiment l'age. Ensuite, l'armée m'a aussi permis de partir souvent à l'étranger. Étant donné que j'étais dans un régiment qui partait souvent, pratiquement tous les ans, un militaire même de base qui est première classe comme moi au début, quand vous partez à l'étranger, le mec le plus bas gagne 3200 € par mois non imposable. Et encore maintenant, c'est plus haut. Mais bon, avec l'inflation, tu comprendras, ça reviendra un peu au même. Donc, si tu gagnes 3200 € par mois, au bout de 4 mois, tu peux ramener facilement 10 000 € de côté. Et ça, je t'avoue que c'est vraiment ce qui m'a sauvé. Pour info, même le jour où j'ai dû payer le notaire, j'étais à l'étranger et on m'a dit, au fait, tu dois 12 000 € au notaire. Sauf que moi, je ne savais même pas qui c'était ce mec-là. J'y connaissais vraiment que dalle. Au-delà de l'aspect financier, mon père m'a vraiment beaucoup aidé parce que sans lui, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore en train de faire le chantier. Étant donné qu'il était au Compagnon de France, il pouvait absolument gérer les travaux et vu qu'il connaissait toutes les entreprises aux alentours, il savait qui travaillait bien et il pouvait gérer ça lui-même. Par contre, le côté financier, il ne gérait pas du tout, c'était à moi de le faire et je venais de faire un énorme échec. Donc, ce qui peut t'intéresser aussi, c'est que le locataire, donc normalement je ne devrais pas en parler, mais il paraît que quand ça fait plus de 10 ans, il y a prescription. Donc à l'époque, quand ne me paye pas, en fait, ça dure au bout de 15 jours. Dès qu'il est rentré à l'appartement, c'est simple. Il n'a pas payé la caution, il n'a pas payé le loyer. Je l'ai appelé pendant quelques jours et là, impossible de l'avoir au téléphone. Donc j'avais très vite compris qu'en fait, il n'allait pas payer. En gros, il me racontait la messe, il essayait de me la faire à l'envers. Donc là, je me suis dit, ok, là, on a des gens de mauvaise foi. Le souci, c'est que comme je te le disais tout à l'heure, je ne gagnais vraiment pas beaucoup. Là, je n'avais pas de loyer, j'avais le crédit à payer, j'étais vraiment au pied du mur. Donc, soit je coulais, soit le locataire coulait. Donc, autant te dire que moi, j'ai fait mon choix. Je suis très vite rentré de mission. Au bout d'un moment, le locataire commençait à m'appeler. Et là, moi, je ne décrochais plus le téléphone. Donc, quand tu ne payes pas ton propriétaire et que tu essayes de l'appeler et qu'il ne répond pas au téléphone, déjà, je te dis tout de suite, ça pue pour toi. Donc voilà, si tu es locataire, évite de faire ça, surtout si tu tombes sur moi parce que je vais vite rappliquer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis ramené avec toute une équipe dans l'appartement. Alors là, attention, je te dis quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais aujourd'hui, il y a prescription parce que je viens de dépasser les 10 ans, donc maintenant, j'ose te le dire. Donc évidemment, tu te doutes, je suis passé voir les locataires et j'ai tout fait passer par la fenêtre. Donc mes potes étaient très ravis de cette situation, moi un peu moins, mais bon, en échange d'un bon apéro, ils m'ont débloqué une situation qui aurait pu s'enliser pendant des années. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, donc je précise, j'enregistre cette émission en 2022, les lois peuvent changer, mais aujourd'hui, et je pense que ça va durer pendant un petit moment, les lois sont toujours en faveur des locataires. Donc étant donné que je ne voulais pas couler, je les ai foutus dehors et ensuite j'ai pu récupérer le bien. Mais je te rassure aujourd'hui, alors je te rassure pas pour les locataires, je pense qu'ils ont fini mal d'après ce que j'ai entendu, mais je te rassure de mon côté maintenant, étant donné que je suis en société, avec une entreprise, je passe par un huissier, histoire que légalement tu ne sois pas embêté. Le but c'est quand même d'arriver à dormir la nuit. En parlant d'huissier d'ailleurs, je suis actuellement en procédure avec un locataire, mais étant donné que la procédure est en cours, je ne peux pas t'en parler. Donc je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le demander. Et je te dirai étape par étape comment est-ce que ça se passe. Ça c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir dans un podcast pour savoir
quelle est la procédure, les frais et vraiment étape par étape comment est-ce que l'on vit la chose. Bon, moi je te rassure, je la vis assez bien, mais c'est parce que j'ai plusieurs biens, j'en ai assez pour vivre. Je n'ai pas besoin forcément de ce bien, donc je peux continuer comme ça. Ce que je retiens, c'est que j'ai appris dans la douleur. J'ai appris dans la douleur, mais je te garantis que là, je me promets vraiment de ne plus faire ces erreurs. Bon, j'en ai fait encore plein, j'en parle tout de suite, mais j'y reviendrai. Et surtout qu'il faut se former. Dans la formation, pareil, j'y reviens tout de suite. Donc, les solutions que j'aurais dû prendre à ce moment-là. En premier, c'est négocier au niveau de la banque. J'aurais dû aller voir d'autres banques, négocier le taux pour l'avoir un peu plus bas, mais ça n'était vraiment pas très grave parce qu'en fait, au final, moins de 5 ans après, j'ai fait un rachat de prêt et au lieu de payer 876 € de crédit, je payais beaucoup moins. C'est vrai que le marché était favorable quand même parce que les loyers que j'avais prévus étaient de 1000 €. Finalement, je dépasse aujourd'hui 1620 €. Donc c'est quand même une belle surprise et surtout quand vous avez que 600 et quelques euros de prêt, là j'ai pratiquement un bénéfice, une marge bénéficiaire ou cash flow pour ceux qui connaissent de 1000 € rien que sur mon premier bien. Donc ce bien est quand même vraiment très rentable. Ensuite, j'aurais dû faire un report de prêt partiel. Étant donné que c'est un immeuble, j'ai le droit à 36 mois. J'en reparlerai sur le deuxième où j'ai aussi fait cette erreur. Mais je vous conseille vraiment de faire un report de prêt. Ça vraiment, ça vous évite beaucoup d'ennuis. Pour le locataire, par contre, vérifiez bien les documents. Là, je vous conseille de vérifier, leur demander leur avis d'imposition, plus ceux qui gagnent. Et leur avis d'imposition, en fait, vous pouvez vérifier ces documents sur Internet. Alors attention, je sais qu'il y a un grand pourcentage, il y a genre, je ne sais plus vraiment, je ne vais pas te dire de bêtises parce que je ne sais plus quel est le pourcentage de dossiers qui sont des faux dossiers. Je sais juste qu'il y a quelque part, il y a 20% de dossiers qui sont de faux dossiers, je crois que c'est en métropole à Paris. Et le reste de la France, je crois que c'est un dossier sur 10 de tête. Donc tu me corriges si tu connais les chiffres. Mais sache qu'il y a de faux dossiers et tu peux vite t'en rendre compte avec la feuille d'impôt sur le revenu. Si la personne ne te remet pas ce document, bon, mais fais attention et essaye d'appeler l'entourage ou l'ancien propriétaire, ça pourra quand même t'aider. Une chose très importante pour terminer sur ce dossier, il faut que tu saches que si j'avais fait une formation avant d'acheter l'immeuble, jamais je n'aurais acheté l'immeuble. Donc voilà pourquoi je suis content de ne pas avoir été formé au début malgré tous les problèmes que j'ai eus. J'aurais bien aimé avoir quelques infos avant. Mais si j'avais calculé les rentabilités, les trucs et tout ça avant, en fait, je pense pas que j'aurais osé acheter l'immeuble. J'aurais été en train d'essayer de trouver la perle rare et je pense que ça aurait mis beaucoup plus de temps. Donc, malgré ça, ce n'était pas un échec total. Niveau formation, là, je découvre qu'il y a un leader sur le marché. En même temps, il n'y avait pas grand monde. Il s'agit d'Olivier Seban. Donc si tu ne connais pas Olivier Seban, avant c'était quelqu'un qui faisait des formations, aujourd'hui je ne sais pas s'il continue à les faire, je crois que depuis son divorce il s'est remis juste à faire de l'achat-revente, il a laissé à sa femme des locations, mais bon ça on s'en fout, c'est sa vie perso. Bref, à l'époque il y avait une formation qui s'appelait Immeuble 2A. Donc Immeuble 2A c'est simple, c'était une formation qui t'apprenait à acheter 2 appartements. Donc à l'époque, la formation, je l'achète 900 €. Je pense me faire arnaquer, mais je me suis dit, on sait jamais, il faut que je tente le coup. Donc j'étais un peu caché dans mon coin, en train de taper le numéro de carte bleue. Et le jour où j'ai eu la formation et que j'ai appris, là, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, ça marche. Mais étant donné que sa formation, c'était Immeuble 2A, je me suis dit, ok, ce mec-là, il doit sûrement parler d'appartements à 200 000 €. Moi, à ce prix-là, étant donné que je suis dans la campagne, je peux avoir des immeubles. Donc pour moi, dans mon cerveau, c'est simple. Ça veut dire que je peux acheter un deuxième immeuble. Et donc, c'est parti à la recherche du deuxième immeuble. Là, à ce moment-là, bon, j'ai eu les premiers découragements de la famille. Alors, attendez-vous à ça, des gens qui n'ont jamais acheté de bien immobilier ou alors qui en ont acheté un ou deux, qui vont vous dire, attention, non, tu vas avoir des problèmes, le locataire ne va pas te payer. Les gens qui vous disent ça, généralement, c'est soit des gens qui n'ont jamais acheté de bien immobilier ou alors des gens qui connaissent l'oncle de la tante, du beau-frère qui a eu des problèmes. Et tout ce qu'on retient, c'est les problèmes. Malgré mes 23 ans, je fais mes recherches.
Et là, le premier problème que je rencontre, c'est que, étant donné que je faisais plus jeune que mon âge, les agents immobiliers ne me prenaient pas vraiment au sérieux. La chance que j'ai eue à cette époque, c'est que le marché était favorable. Le marché était en légère baisse. Il y avait eu des lois, comme je crois que c'était la loi Allure, qui avait fait en sorte que les investisseurs avaient tendance à déserter le marché. Même à Paris, on avait une baisse de marché, ce qui était assez historique pour l'époque. Et en plus de ça, on avait les taux des prêts qui continuaient à descendre. Donc, je finis par trouver un immeuble. Je mets un mois ou un mois et demi pour le négocier. Il faut savoir que là, actuellement, les biens, à l'époque où je parle, ils ne se négocient pas en un mois. En 24 heures, ils sont partis. Donc, l'immeuble que j'ai actuellement, là, je l'ai toujours. Je peux le revendre en 24 à 48 heures. Bref, une fois fait les devis, je finis par signer l'acte final. Et là, c'est le début des problèmes. Pour commencer, le premier problème que j'avais trouvé sur l'immeuble que j'avais précédemment, c'était le report que je n'avais pas fait. Donc là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un report, mais je ne connaissais absolument pas les durées ni les types de reports. Donc là, je fais un report total de 1 an. Et là, grosse erreur. Le petit souci, c'est que quand vous faites ça, vous mangez sur votre marge. Je m'explique. Vu que je fais un report total, je ne paye que l'assurance. Et les intérêts que vous n'avez pas payés durant ces 12 premiers mois, ils se reportent sur le prêt, ce qui fait que le prêt que vous allez payer, à l'époque je devais payer que dans les 900 €, au final ça me faisait un prêt de 1000 € par mois durant 20 ans. Bon, ça c'était pas trop un souci, je l'ai renégocié après, mais j'y reviendrai. Niveau travaux, là je fais passer une entreprise de courtier en travaux. Je me suis dit, c'est une bonne idée. La dernière fois, je n'ai rien délégué, je faisais trop moi-même. Là, je décide d'aller à l'opposé de ce que j'ai fait au début et de déléguer au maximum. Cette entreprise, quand elle est venue me faire les devis, elle m'a fait des devis de 50 000 €. Le petit souci, c'est que au moment où la facture arrive, la facture finale, elle est de 80 000 €. Autant vous dire que là, ça me posait vraiment un gros problème parce que les 30 000 € de différence qui se trouvait entre le devis et la facture, c'était vraiment tout ce que je possédais financièrement. Donc en fait, après avoir payé la société, je n'avais plus rien. Et pour la petite anecdote, les fois où je suis passé sur le chantier, j'avais un plombier qui nous avait branché le tuyau de l'évier sur la sortie des WC. Donc autant vous dire que ce mec-là, je l'ai viré direct. Donc en fait, c'est une société qui était très mauvaise et qui faisait appel à des tâcherons mais qui ne connaissait pas vraiment. Le plombier n'était pas plombier, le carreleur si, heureusement. Mais c'était vraiment, il prenait que du bas de gamme et moi c'est vraiment tout ce que je déteste. Bref, je finis quand même par boucler les travaux malgré tous les problèmes qui sont survenus. En même temps, je repartais en mission, donc c'est pour ça aussi que je devais gérer à distance. Mais c'est pas tout côté perso. Il faut savoir que, comme je l'avais dit tout à l'heure, tout le monde plutôt, me disait que je ne pouvais pas racheter. Personne ne m'a vraiment encouragé. Et donc, le jour où j'ai réussi à acheter et avant que je commence les travaux, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris de l'ego. Je me rends compte aujourd'hui, j'avais vraiment l'échui qui avait un peu enflé et j'avais juste envie qu'il y ait un retour de bâton vers les personnes qui m'avaient dit que je n'avais pas réussi. Mais à ce moment-là, mes potes me traitaient un peu de riche et tout ça. Donc un peu comme une insulte, je crois qu'on a un petit problème avec ça en France. Mais bon, je pense qu'on en reparlera dans un autre podcast. Bref, mes potes finissent par me dire « Non mais de toute façon, toi t'es riche, de toute façon ceci, cela, t'as de la chance. » Et bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais en faillite personnelle. Je pense que c'est un peu le karma. Je pense qu'on peut appeler ça le karma. Je peux vous dire que là, tout de suite, je suis très vite redescendu sur terre et j'ai dû me retrousser les manches pour essayer de remonter la pente. Côté boulot, pareil, mes collègues me prenaient du coup pour un radin. Je ne leur cachais absolument rien au niveau de mes achats. Et là, le petit souci, c'est que quand il fallait donner de l'argent, mes comptes étaient littéralement vides. D'ailleurs, je remercie un de mes collègues de chambre qui m'a aidé pendant 6 mois à me nourrir. Si un jour tu écoutes ce podcast, Carlito, merci à toi parce que grâce à toi, pendant 6 mois, je n'ai pas mangé que des pâtes.
Mais au final, tout s'est bien terminé. Grâce aux missions, j'ai pu renflouer les comptes. Et concernant l'entreprise Terranov, les employés ne s'entendaient plus, enfin, ou c'était les associés avec le directeur. Et je pense que c'était 6 mois à 1 an après avoir terminé les travaux chez moi, ils ont fini par faire faillite. Donc encore une fois, j'ai appris dans la douleur, je ne suis pas passé loin vraiment de la faillite et j'ai pu remonter la pente grâce aux missions que m'offrait l'armée. Après, les solutions que j'aurais dû prendre, pour commencer, j'aurais dû choisir mes artisans. Ça maintenant, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je choisis automatiquement moi-même mes artisans. Généralement, je connais les équipes qui sont dans le coin. Mais si vous ne connaissez pas les artisans que vous allez choisir, alors il y a 2 astuces très simples. La première, pratiquement tout le monde la connaît. Vous allez sur société.com et vous regardez depuis quand existe la société. Si j'avais fait ça pour l'entreprise Terranov, j'aurais vu qu'en fait, ils avaient vraiment que, je sais plus, c'était moins de 2 ans d'expérience. Et les commentaires n'étaient pas forcément très bons sur eux. La deuxième astuce, un peu moins connue, c'est d'aller voir directement les grossistes chez qui les artisans se fournissent. Vous rentrez tout simplement dans le magasin et vous leur demandez dans telle région quel est l'artisan qui vous commande le plus de matériaux. Bon, bien sûr dans le domaine où vous recherchez. Le grossiste n'aura vraiment aucun intérêt à vous mentir parce que s'il n'est pas payé, ça veut dire que la personne fait faillite. Et donc il n'a vraiment aucun intérêt à vous donner son nom. Mais il pourra vous donner celui qui fait le plus de chiffres. Sinon, un petit conseil, si vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous en avez trouvé quand même un bon artisan, je vous conseille de lui demander avec qui est-ce qu'il travaille. Généralement, c'est ce que je fais très régulièrement. Je change légèrement mes équipes de 1 ou 2 personnes suivant les domaines. Je leur demande généralement avec quel artisan ils travaillent et comme ça ils peuvent s'échanger les chantiers entre eux. Donc ça fait un double effet qui se coule parce que d'un côté ils travaillent avec des personnes qui elles aussi travaillent bien. Bon, bien sûr, il faudrait vérifier les devis. Donc vous leur demandez de vous donner 2 à 3 noms par corps de métier et le fait qu'ils se connaissent, ils pourront synchroniser leur calendrier ensemble sans que vous soyez là. Donc en fait, ça permet aussi de ne pas avoir à rappeler tous les artisans tous les 5 du mois. Bien, après toutes ces péripéties, je dois t'avouer que j'ai quand même passé quelques nuits blanches, bon très peu, mais je me souviens surtout d'une où je me suis réveillé en sueur en me demandant vraiment si ce que je faisais, ça allait fonctionner et si vraiment j'étais sur la bonne voie et vraiment si je n'allais pas tout perdre, c'est vraiment ça le plus important. Mais à ce moment-là, j'ai un petit jeune qui se lance sur internet et qui me débloque une situation qui, vous devez sûrement le connaître, qui s'appelle Cédric Anissette. À l'époque, il lance QLRR, donc je fais partie de ses premiers étudiants. Et là, c'est là que je découvre en fait qu'on peut acheter en illimité. Et là, je peux vous dire, il m'a débloqué quelque chose. Je me suis dit, ok, en fait, si on s'en donne les moyens, on peut continuer à acheter. Donc attention, je vous préviens, Cédric Anissette ne s'est pas forcément enrichi grâce à l'immobilier. Lui, c'est quelqu'un qui vend des formations sur Internet. Alors, en francophonie, c'était l'un des meilleurs. Ce qui se faisait, en fait, c'est simple, il copiait ce qui se passait aux États-Unis. Il le ramenait en France et le marché français a très bien réagi. Et c'est comme ça qu'il est devenu le numéro 1 des formateurs ici en France. Donc à savoir que la plupart des formateurs que vous voyez sur internet, ils sont souvent passés par donc Cédric Anissette, et Cédric Anissette est probablement passé lui aussi par Olivier Seban. Donc c'est sûrement l'un des formateurs de formateurs. Bref, Cédric Anissette s'y connaît très bien aussi quand même en immobilier. Il peut vous débloquer, il est surtout calé sur le mindset, sur vous apprendre à débloquer certaines choses. Donc c'est simple, lui c'était 4 piliers, il y avait de mémoire l'immobilier, la bourse, les ventes sur internet et le business en dur. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Une fois qu'il m'a appris que je pouvais acheter en illimité, je poursuis mes investissements. Là, j'étais quand même beaucoup mieux formé. Donc là, il ne se passe pas grand-chose, à part une fois où récemment, j'ai failli refaire faillite, mais alors bien comme il faut. Mais ça, je vous en parle après. Entre-temps, les banques continuent à me prêter. Bon, j'ai quelques refus de prêt. Je me dis tout simplement qu'en augmentant mon taux d'échec, j'augmenterai mon taux de réussite et ça n'a pas loupé jusqu'au jour où j'arrive à 90% de taux d'endettement
Et là, autant vous dire que les banques commençaient à ne plus du tout vouloir me prêter. Il ne faut pas oublier qu'à la base, je ne suis qu'un simple smicard qui peut juste booster ses finances grâce aux missions à l'étranger, mais je n'ai pas de résidence principale, je n'ai que des investissements. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer par acheter sa résidence principale, ça dépend vraiment de votre situation et de où se situe le curseur. Donc au final, la banque finit par me bloquer. Mais alors me bloquer bien, là je me dis ça y est, je ne peux plus investir. Même si mes projets sont vraiment bien montés, là je me dis ça y est, c'est fini. Mais je ne lâche pas le morceau, je décide de me former sur un dossier bancaire. Je trouve des formations dessus. Alors là je ne parle pas des formations qui concernent Cédric Anissette. Je pense que son dossier, bon, il est bien, mais on peut largement mieux faire. Et j'ai réussi à trouver un dossier bancaire vraiment pas trop mal, et je l'ai customisé. Alors il faut savoir aussi que ma tati était à la banque à ce moment-là. Je lui ai remis le dossier que j'ai trouvé dans la formation, et ensuite elle me l'a amélioré. Donc on a mis toute une soirée à l'améliorer, et ensuite la fois où je suis reparti pour demander un prêt, j'ai demandé directement aux banques à voir le directeur ou la personne qui s'occupe des patrimoines immobiliers. Et pour la petite anecdote, le jour où je suis parti voir l'un des conseillers qui avait travaillé 15 ans en banque seulement avec des professionnels et des entreprises, le jour où il a vu mon document, quand je suis rentré dans la banque, il m'a dit « Vous voyez, ça fait 15 ans que je fais ça, c'est la première fois que je vois un dossier aussi bien monté. » Donc là je me dis, bon c'est bon, j'ai un dossier qui est vraiment potable. Je peux continuer mes investissements et c'est parti, je continue. Donc à savoir que là vous pouvez me dire, bon aujourd'hui ça n'est plus possible, la HSCF nous bloque à 35% d'endettement. Donc c'est vrai que maintenant elle vous bloque, c'est pour ça qu'en réalité il faut partir en société, vous vous faites bloquer en nom propre. Là on regarde beaucoup moins votre endettement. Alors une petite astuce pour les fonctionnaires, si vous souhaitez investir en société, légalement vous n'avez pas le droit, sauf si votre supérieur hiérarchique vous fait un papier en vous autorisant à développer une société sous condition que vous travaillez moins de 30% ou moins de 30% dans la société. Les militaires, je vous préviens, vous êtes assimilés fonctionnaires, donc vous, il faut que vous demandiez directement à votre chef de corps. Mais si vous passez au PC, vous leur demanderez et ils ont déjà les documents qu'il faut. J'ai pour la petite anecdote 2 collègues qui ont fait ça. Ils ont créé une société pour vendre des produits sur internet. Le chef de corps leur a autorisé à faire la société et aujourd'hui ils vendent sans aucun souci. Mais bon, avant de vous parler de mon dernier échec, je vais vous parler vie perso. Donc je me sépare de certains amis. Généralement quand on change, bon, ben, on a certains amis que l'on ne côtoie plus, ce qui est normal. Donc je décide aussi de me faire discret au niveau de mes investissements. Donc il y a eu un cercle très proche où je leur dis, bon là on ne parle plus de ce que j'achète. Côté vie amoureuse, pareil, j'ai plusieurs conquêtes et à chaque fois j'attends 6 mois avant de les prévenir que j'ai des biens immobiliers. Bon, généralement elles se rendent compte que j'ai tout le temps au téléphone avec des agences, je leur dis juste que j'ai 1 ou 2 appartements, histoire qu'elles ne changent pas trop de regard sur moi, mais sinon je n'en parle pas. Militairement parlant, je décide de partager mes connaissances. Là je me dis c'est bon, je peux en parler librement, de toute façon je compte quitter l'armée. Donc je finis par faire des cours, donc c'est simple, c'est des cours sur les finances en général et sur les erreurs à ne pas commettre en investissement. J'aide pas mal de collègues à investir, je prends au téléphone les banques quand il faut les prendre, je négocie à leur place tout ça gratuitement juste parce que ça m'éclate pour le fun. Et un jour j'ai même le capitaine de l'escadron qui me demande de faire officiellement des cours dans l'amphithéâtre du régiment. Donc voilà, c'était un poste officieux que j'avais, mais au final je m'occupais des finances personnelles des gens. Donc tous les gens qui avaient des problèmes d'argent, on me les envoyait et ceux qui voulaient s'enrichir, ils venaient directement me voir. Après, à l'inverse, j'avais aussi certains collègues qui me fuyaient et généralement ceux-là, c'est ceux qui avaient des problèmes d'argent et c'est aussi ceux qui avaient le plus besoin de mon aide de mon point de vue. En parallèle, je me rapproche de groupes d'investisseurs, ça commence à fleurir un peu partout. Pareil avec un séminaire QLRR que j'aime bien faire, donc peut-être qu'un jour on se verra là-bas. J'y vais vraiment que pour le fun. Je me rapproche de groupes d'investisseurs sur WhatsApp et tout ça, on finit par devenir potes. Et je conseille grandement les séminaires parce que personnellement c'est là que j'ai rencontré mon associé.
Ok, alors pendant que je suis en train d'enregistrer ce podcast, là j'ai le facteur qui vient d'arriver et je pense que je vais t'en parler parce que je viens de recevoir un courrier de mon fameux locataire dont je ne peux pas encore te parler, que je poursuis via un huissier. Et alors là, je viens d'ouvrir la lettre à l'instant. Alors là, c'est vraiment du live. Ok, donc d'après ce que je vois, il compte rester dans le bien. Donc tu vois, là, c'est vraiment le podcast thème. Donc ça me tarde vraiment de pouvoir t'en parler. D'après ce que je vois, oui bon, voilà, j'ai soi-disant de la mauvaise foi, il veut rester en place, blablabla. Bon, je peux pas pour l'instant t'en parler, mais dès que la procédure avec l'huissier sera terminée, que je serai passé en procès avec lui parce que je sais déjà que ça va se terminer comme ça, promis, je t'en parle. Là, vraiment, ça me tarde de pouvoir finir ça et de t'en parler. Donc ça, ce sera un des prochains sujets de podcast. Donc, on retourne à nos moutons. Bien, avant que le facteur passe, du coup, j'étais en train de te parler de mon associé que j'ai rencontré au séminaire. Dans le séminaire, si tu te demandes, c'est celui de QLRR. Donc, ce fameux associé me trouve, alors là, accroche-toi bien parce que je pense que tu n'as pas forcément entendu beaucoup parler, mais d'un théâtre en plein centre-ville d'Avignon. Donc, je sais que c'est pas commun. C'est un théâtre qui faisait plus d'1 million d'euros. Donc sa valeur était à plus de 1 million d'euros. On arrive à bien le négocier, à avoir plus de 10% de rentabilité. Donc on pouvait vraiment mieux l'exploiter. On pouvait rajouter tous les jours 1 heure par jour en gros de spectacle. Et en plus de ça, les propriétaires vivaient à l'étage. Le but pour nous, bien évidemment, c'était de louer l'appartement, mais on savait qu'on pouvait louer à des étudiants pendant 9 mois, et ensuite les compagnies de théâtre, on pouvait leur faire un package où on pouvait leur louer le théâtre, mais en plus de ça, on leur louait l'appartement, parce qu'il faut savoir que à Avignon, c'est très difficile de trouver un appartement. Et donc si vous proposez aux compagnies qui viennent faire le spectacle le logement en plus, autant vous dire que ça leur débloquait beaucoup de situations. On pouvait mettre 15 personnes, ça ne leur gênait pas du tout. Donc comme je t'ai dit, 10% de rentabilité sur un bien à 1 million, il faut savoir que ça fait du brut 100 000 euros par an. Et je te dis, on était à un peu plus d'1 million et on était quand même à plus de 10%. On décide de faire un montage de dossier bancaire, mais là, accroche-toi bien, pour faire un dossier bancaire pour lever 1 million, c'est pas pareil que pour lever 200 000 euros. Là, avec mes associés, on met 6 mois à monter le dossier bancaire. Tous les jours, on s'appelle minimum 1 heure, mais vraiment tous les jours. Il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de semaine, peu importe si on travaille ou si on ne travaille pas, on se contacte. On finit par trouver des banques prêtes à nous financer. Et là, tu vas me dire, ok, donc on a trouvé le financement, on a les banques, on a un super dossier et on est sûr que c'est rentable. Alors où est le problème? Eh bien c'est très simple, c'était l'arrivée du Covid. Eh ouais, c'est arrivé en plein Covid et si on avait acheté un peu plus tôt, autrement dit un peu plus de 6 mois plus tôt, ben là c'était fini pour nous. On perdait un théâtre qui faisait 1 million, on aurait dû le revendre en catastrophe parce que sans les revenus, en fait ça aurait été très difficile. On aurait pu tenir quelques mois, voire quelques années, mais ça aurait été vraiment très très dur pour nous. Donc, dans un premier temps, on décide de temporiser un peu, puis ensuite, finalement, on se dit qu'il vaut mieux qu'on avance, qu'on continue à investir, donc on laisse complètement tomber le projet. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que là, que du positif, même si on a été proche de la faillite, si on avait acheté, on n'a pas dépensé un seul centime et on s'en est très bien sorti, surtout avec 6 mois de travail. Je vous garantis que maintenant, le dossier bancaire que l'on a créé, on l'utilise comme référence sur tous nos projets et c'est un avantage concurrentiel que l'on a vraiment par rapport à tous les autres acheteurs et tout ça qui sont sur le même marché que nous. Bien, pour finir, je tiens à te dire que bien évidemment j'ai fait exprès de parler seulement des problèmes et des galères que l'on retrouve en immobilier. Bien entendu, l'immobilier ce n'est pas que ça, donc ne déprime pas et surtout ne prends pas peur. Je sais que moi, quand j'ai commencé l'immobilier, je voyais certaines personnes qui en parlaient, mais en mal, et j'ai décidé tout simplement de couper toutes les personnes qui en parlaient en mal, de voir que le bon côté, histoire de me rassurer,
Parfois, il faut savoir se mentir à soi-même pour avancer. Et sache que malgré toutes les bêtises que j'ai commises, aujourd'hui je suis libre financièrement. Donc il y a quand même de grandes chances que toi aussi tu puisses tout simplement que tu aies une meilleure situation que moi et que tu puisses faire beaucoup mieux que moi. Bon, là, bien sûr, la plupart de mes investissements, je ne t'en parle pas. Il faut savoir qu'il y a toujours des imprévus. Il y aura toujours une galère, quelque chose que tu n'as pas prévu, quelque chose que tu ne vois pas. Mais c'est pas grave, tu fais avec. Là, je t'ai parlé vraiment des principaux, mes débuts et les fois où j'ai failli faire faillite. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est que c'est bien de se former, mais ne te pose pas trop de questions, il faut passer à l'action. Donc, ne déprime pas trop, je sais qu'au moment où je tourne, enfin au moment où j'enregistre ce podcast, on est en début de récession, mais il faut savoir qu'on a beaucoup moins de concurrents sur le marché, il faut juste que tu t'adaptes à la situation. Mais ça, on en parlera dans le prochain podcast. Sur l'actualité immobilière, tu verras, je pense que ce sera intéressant et tu vas te rendre compte qu'en fait tu peux faire encore des affaires. Bien, n'oublie pas que l'immobilier c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Merci à tous de m'avoir écouté, d'être resté jusque là. Moi ça m'a fait très plaisir d'enregistrer ce premier podcast. Donc encore désolé pour les bafouillements ou si tu as du mal à comprendre ce que je dis. Je me suis réécouté, mais bon, je vais quand même envoyer le podcast sur les réseaux. Je suis du genre à passer à l'action. Là, pour tout te dire, je viens tout juste d'acheter le micro. Je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast. Donc, j'ai plus qu'à te remercier et à te dire à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.